À la fin de la période Edo, la production d'estampes ukiyo-e est largement dominée par l'école Utagawa. Fondée à la fin du XVIIIe siècle par Utagawa Tohoyaru, dans le quartier d'Udagawa-cho, qui lui a donné son nom, cette école a formé la plupart des artistes japonais majeurs de la gravure sur bois. Utagawa Toyokuni, Utagawa Kunimasa, Utagawa Kunisada, Utagawa Toyohiro, jusqu'au célèbre Utagawa Hiroshige, dont l'œuvre influencera jusqu'à Van Gogh et Claude Monet. Dès 1820, les représentants de l'école Utagawa dominent largement la production d'ukiyo-e, en se spécialisant dans la représentation d'acteurs et de scènes de kabuki, très en vogue à cette époque. Né en même temps que Hiroshige, en 1797, Utagawa Kuniyoshi eut un parcours plus difficile. Fils d'un teinturier sur soie, il commença probablement par aider son père à créer des motifs pour tissus, avant d'être remarqué par Utagawa Tokuyuni, dont il devint le disciple en 1811. Comme nombre d'artistes de son école, il commença par réaliser des xylographies sur le théâtre kabuki, qui hélas ne rencontrèrent pas le succès escompté. Durant une longue période de vache maigre, Kuniyoshi fut même obligé de réparer et de revendre des tatamis usagés pour survivre. C'est en 1827 qu'il connaît enfin le succès avec sa série d'estampes sur les 108 héros du Suikoden. Cette œuvre est inspirée du roman chinois Shuihu Chuan, Au bord de l'eau, adapté en japonais par Bakin Takizawa au tout début du XIXe siècle. Extrêmement populaire en Asie, l'histoire raconte les aventures d'une bande de 108 hors-la-loi, révoltés contre la corruption du gouvernement, qui forment une communauté en marge de la cour de l'empereur, sur une montagne isolée au milieu d'un marais. Fort de son succès, Kuniyoshi se spécialise à la fin des années 1820 dans les sujets guerriers, représentant des héros historiques ou légendaires virils, mis en scène avec beaucoup d'énergie et d'intensité dramatique. Ce n'est qu'à partir de la décennie suivante qu'il commence à introduire dans ses œuvres monstres, fantômes et autres créatures surnaturelles, génériquement désignés en japonais sous le terme yokai. En 1844, il crée Soma no Furidaeri, le vieux palais de Soma, œuvre qui illustre non seulement sa maîtrise du genre fantastique, mais aussi le regard que l'artiste porte sur son époque, troublé par des changements politiques majeurs. Ce large ukiyo-e, constitué de 3 estampes formant un triptyque, représente la princesse Takiyasha sur la gauche, en train d'invoquer un squelette géant pour attaquer le jeune samouraï Oya no Taro Mitsukuni au centre, alors qu'il vient juste de maîtriser Araimaru, l'acolyte de la princesse. Le sujet illustré ici est tiré d'une pièce de kabuki intitulée Yoni Uto Soma no Furugosho, amour filial dans le palais abandonné de Soma, créé par Takarada Jusuke et adapté d'un roman de Santo Kyoden écrit en 1806, Uto Yasukata Chugiden, légende de la loyauté d'Uto Yasukata. Le 6e acte de cette pièce, initialement intitulé Shinobi Yorukoi wa Kusemono, est devenu un classique du théâtre japonais, généralement plus connu sous le titre Masakado. L'intrigue s'articule principalement autour de Takiyasha Hime, fille de Taira no Masakado, samouraï célèbre qui se rebella contre l'empereur et mourut lors de la bataille de Kojima en 940. De nombreuses superstitions se cristallisèrent autour de ce personnage historique célèbre et de sa descendance, jusqu'à constituer la trame d'une véritable légende. Le clan Taira étant tombé en disgrâce, Takiyasha et son frère Yoshikado échappent de justesse à la mort en se réfugiant dans le temple du mont Tsukuba, où ils grandissent tout en nourrissant un esprit de vengeance à l'encontre de l'empereur et de ses partisans. D'abord initié à la magie crapaud par l'ermite immortel Gamasen-nin, Takiyasha se rend au sanctuaire de Kibune à Kyoto pour y effectuer le rite Ushi no Tokimaeri, grâce auquel elle devient une puissante nécromancienne initiée aux arts occultes de l'Onmyodo. Forte de ses nouveaux pouvoirs, Takiyasha rejoint son frère Yoshikado dans l'ancienne résidence de leur père, le palais abandonné de Soma, proche de l'actuel site de Fukushima. Jouissant d'une aura surnaturelle, les orphelins rassemblent leurs partisans épars et commencent à ourdir un plan de bataille. Parce qu'ils ont conscience que leurs troupes sont insuffisantes, ils comptent utiliser la nécromancie et lever une armée de monstres, de yokai, pour réaliser le rêve paternel, renverser le pouvoir impérial et prendre le contrôle du Japon. C'est sans compter les rumeurs d'une résurrection du clan Taira et d'une possible conspiration contre l'empereur qui finissent par être colportées jusqu'à la cour de Kyoto. Pour éviter tout risque, le clan Minamoto décide d'envoyer dans la région de Shimosa un tout jeune samouraï, Oya no Taro Mitsukuni, pour débusquer les traîtres et les éliminer. C'est à ce moment précis que commence la pièce de kabuki passée à la postérité sous le titre de Masakado. Mitsukuni, surpris par une forte averse de pluie au cours de son voyage, décide de se réfugier dans le vieux palais abandonné de Soma et finit par s'y endormir au milieu des décombres. La princesse Takiyasha, restée seule alors que Yoshikado et ses hommes sont en expédition, y voit une opportunité de gagner le jeune homme à sa cause. Grâce à son art magique, elle prend l'apparence de Kisaragi, une courtisane de Shimabara,
le quartier des plaisirs de Kyoto, et tente de séduire Mitsukuni alors qu'il se réveille au beau milieu de la nuit. Elle lui avoue qu'elle est tombée amoureuse de lui lors de la dernière fête printanière du Hanami sur les collines d'Arashiyama et qu'elle a tout fait pour le rejoindre dans son périple et s'offrir à lui. Mais le samouraï, quoique jeune, n'est pas né de la dernière pluie. Il sait qu'une courtisane de haut rang ne peut quitter à son gré le quartier des plaisirs, a fortiori pendant la nuit, et a entendu parler des artifices de l'enchanteresse Takihasha. Il décide donc de lui tendre un piège et se met à raconter avec force détail la mort de Taira no Masakado, à laquelle il a assisté pendant la bataille de Kojima. Takihasha, qui ne peut retenir ses larmes à l'évocation de la mort de son père, est démasqué. Comprenant que Mitsukuni ne trahira jamais ni son clan ni l'empereur, l'enchanteresse tente de le combattre en faisant appel aux puissances obscures. Elle crée tout d'abord une nuée de chauves-souris pour effrayer le jeune samouraï. Mais il en faut bien plus pour décontenancer un vassal du clan Minamoto. L'enchanteresse invoque ensuite une impressionnante armée de squelettes. Mais Mitsukuni fait preuve d'un courage sans faille et demeure totalement impavide. Poussé dans ses derniers retranchements, Takihasha décide de détruire le palais de son père pour y engloutir son adversaire, en invoquant, la légende varie, soit son énorme familier crapaud, soit un terrible squelette géant. C'est cette dernière version qu'Utagawa Kuniyoshi choisit d'illustrer dans son triptyque de 1844. L'artiste s'est tout d'abord attaché à exprimer l'atmosphère sinistre du palais abandonné de Soma, avec l'immense store en bambou déchiré, les cloisons en bois délabrées, mais aussi les herbes sauvages qui poussent librement à travers les tatamis. La princesse Takihasha se trouve sur la partie gauche. D'une envoûtante beauté, elle est vêtue d'un hakama rouge vif surmonté d'un kimono richement décoré, ce qui évoque peut-être sa récente métamorphose en courtisane de haut rang. Traditionnellement représentée comme une puissante sorcière, elle tient entre ses mains un makimono, le rouleau contenant les incantations magiques qui lui ont permis d'invoquer le terrifiant yokai. À ses pieds, quelques effets personnels de Mitsukuni sont éparpillés sur le sol, ce qui rappelle qu'il a été surpris en pleine nuit dans son sommeil. On reconnaît notamment quelques pièces d'armure de samouraï, avec notamment ce qui ressemble à un sode, une épaulière, un sugegasa, un chapeau de paille de voyage, et un vêtement roulé en guise d'oreiller. Sur la partie centrale, Mitsukuni vient d'immobiliser Haraimaru, l'âme damnée de Takihasha. Le très jeune âge du héros est peut-être figuré par le fait qu'il arbore une simple queue de cheval, et non un chonmage, le chignon traditionnel normalement porté après le Genpuku, la cérémonie du passage à l'âge adulte. Kuniyoshi rend en quelque sorte hommage au courage et à la pureté de la jeunesse. Alors qu'un homme plus âgé aurait peut-être succombé au charme de la fausse courtisane Kisaragi, ou tremblé devant les maléfices de Takihasha, le jeune Mitsukuni demeure inébranlable. De son genou gauche, le héros maintient le sabre d'Araimaru au sol, tout en utilisant le sien encore dans son fourreau pour maintenir son adversaire dans une position de soumission. L'extrême tension de la scène est accentuée par la position ramassée d'Araimaru et son regard mauvais envers Mitsukuni. Muscles bandés, sens en alerte, il évalue le temps qui lui reste pour riposter. Le regard de Mitsukuni, quant à lui, se porte sur l'immense squelette qui lui fait face, sans manifester aucune inquiétude. C'est justement cette absence de peur qui va probablement rendre le sortilège impuissant. Ne pouvant se nourrir de la frayeur de sa victime, le yokai est condamné à s'affaiblir et à disparaître. Kuniyoshi s'est particulièrement appliqué dans l'exécution du squelette géant, qui occupe presque la moitié de la composition. L'artiste joue naturellement avec les contrastes pour faire ressortir la pâleur du monstre sur le fond nocturne, et utilise différentes nuances de gris pour rendre la texture et le volume des os de façon très réaliste. Kuniyoshi s'intéressait beaucoup à la culture occidentale. Fasciné par la technique de la perspective et de la peinture à l'huile, il collectionnait de nombreux ouvrages importés. L'incroyable précision anatomique des os sur cette œuvre s'explique probablement par l'étude studieuse qu'il a faite de livres de médecine occidentaux. Le squelette géant invoqué par Takihasha est souvent associé au yokai nommé Gasha Dokuro dans le folklore japonais, ce qui signifie littéralement squelette affamé. D'après la tradition, ce monstre immense, né des ossements des victimes de famine, attaque les promeneurs isolés pendant la nuit pour les décapiter d'un coup de dent et se repaître de leur sang. Gasha Dokuro et la créature imaginée par Kuniyoshi sur cet ukiyo-e n'ont pourtant aucun lien réel, hormis une ressemblance iconographique certaine. La production de Soma no Furu Dairi en 1844 s'inscrit également dans un contexte politique et culturel bien particulier. En 1841, Mizuno Tadakuni, conseiller en chef du shogun Tokugawa Ieyasu, instaure les réformes Tempo, une série de lois somptuaires destinées notamment à moraliser les mœurs publiques d'Edo. À cette fin,
le gouvernement fait fermer les quartiers des plaisirs, un scandale, et chasse les théâtres kabuki du centre-ville en les obligeant à s'installer dans le faubourg est d'Asakusa. La production d'ukiyo-e est aussi strictement réglementée. Le nombre de couleurs autorisées passe de 10 à 7 et on interdit désormais tout portrait de comédien de kabuki ou de courtisane, alors que ces estampes faisaient justement la fortune des éditeurs et de l'école Utagawa. Enfin, la censure se durcit pour les artistes. Toute apparente critique de la politique shogunale est désormais sévèrement réprimée. Utagawa Kuniyoshi n'est pas épargné par ce climat délétère. En 1843, sa représentation du héros Minamoto no Yorimitsu soumis au cauchemar d'un démon araignée et d'une armée de yokai est interprétée, peut-être à tort, comme une satire du shogunat. Kuniyoshi est arrêté, mais s'en sort finalement avec une simple amende. Ses éditeurs préfèrent toutefois retirer cette estampe du marché et détruire les blocs de bois originaux pour ne pas être inquiétés. Kuniyoshi comprend alors qu'il doit mettre tout son talent à contourner la censure s'il veut préserver sa liberté artistique. Et c'est exactement ce qu'il fait avec Soma no Furidairi. En 1844, comme il ne peut représenter la pièce de kabuki qui a remis l'histoire de la princesse Takiyasha au goût du jour, il décide de contourner l'interdiction en abordant le sujet sous un angle historique, en y glissant toutefois quelques allusions au théâtre kabuki. Le choix même du triptyque, format le plus large disponible à l'époque pour les ukiyo-e, permet un effet panoramique qui devait rappeler aux habitants d'Edo la configuration de la scène dans un théâtre kabuki, tout en longueur et peu profonde. Mais Kuniyoshi ne s'arrête pas là et se permet une référence encore plus directe au théâtre qu'il a pourtant interdiction de représenter. Dans le théâtre kabuki, et en particulier dans le style très emphatique nommé aragoto, les acteurs portent un maquillage de scène particulièrement expressif, le kumadori, généralement composé de rayures de couleurs vives appliquées sur un fond blanc. Or, si vous observez de plus près le visage d'Araimaru sur la partie centrale du triptyque, vous remarquerez de discrètes traces de kumadori, en rose pâle, qui font subtilement ressortir les émotions intenses ressenties par le guerrier humilié. Kuniyoshi exprime en effet dans cette œuvre une tension dramatique extrême, que tout spectateur averti de kabuki associe automatiquement au tachimawari, la scène finale au cours de laquelle le héros affronte tous ses adversaires, dans un combat stylisé, rythmé par le rythme syncopé des tambours et des flûtes. L'artiste réussit même à tirer parti de la limitation de couleurs imposée par la réforme tempo. En employant judicieusement le rouge, l'ocre jaune et le bleu de Prusse, qui contrastent avec les tonalités très sombres de l'image, il parvient à donner à sa scène une incroyable impression de richesse, notamment grâce aux détails des étoffes et des vêtements. Le grand store en bambou, à moitié déchiré, forme une ligne de force diagonale qui traverse la composition et semble séparer le monde des vivants, où subsistent encore quelques couleurs vives, du monde de la mort, inquiétant et monochrome. De fait, Takiyasha Hime est prête, pour venger son père, à utiliser l'Onmyodo pour déchirer le voile qui protège les humains des esprits, quitte à détruire l'ordre et l'équilibre du monde. Au final, les contraintes formelles imposées par la réforme tempo ont poussé Kuniyoshi à se dépasser pour développer sa créativité et pousser encore plus loin l'expressivité de son art. S'il ne représente effectivement pas une scène de kabuki au sens strict du terme, pour échapper à la censure, il parvient à capter l'essence même de ce théâtre flamboyant, pour immortaliser l'un de ses épisodes les plus célèbres. Comme de nombreuses pièces de kabuki, Masakado ne propose pas de réelle résolution à l'intrigue. Après le Yatai Kuzushi, c'est-à-dire l'écroulement spectaculaire du vieux palais de Soma sur Seine, Takiyasha Hime apparaît sur le toit avec son familier crapaud et brandit fièrement l'étendard de son père, tandis qu'Oya no Taro Mitsukuni sort indemne des décombres. La pièce s'achève sur une pose simultanée des deux acteurs, appelée ici Tenshi no Mie, pose du ciel et de la terre, puisque l'un se situe en hauteur et l'autre sur le sol. Dans certaines variantes de la légende, Mitsukuni tue Takiyasha Hime à l'issue de cette rencontre dans le vieux palais de Soma et met ainsi fin au complot du clan Taira. Dans d'autres versions encore, moins fantastiques, Satsuki, la fille de Taira no Masakado, n'a jamais été une sorcière. À la mort de son père, elle a simplement pris le nom de Takiyasha pour échapper à l'empereur et vivre secrètement dans un petit village, situé près du lac Tazawa, dans l'actuelle préfecture d'Akita. Après avoir consacré sa vie à aider la communauté, elle a été divinisée à sa mort pour devenir un objet de culte dans plusieurs temples locaux. Je vous laisse avec ce haïku de Busonyosa. Kitsunebiya, dokuro ni ame no tamaru you ni. Feu du renard. La pluie s'est accumulée dans un crâne cette nuit.
Si le thème de cette émission vous a plu, je vous conseille vivement d'aller voir l'expo intitulée Japon, images d'acteurs, estampes du kabuki au XVIIIe siècle, qui est présentée en ce moment au Musée Guimet à Paris jusqu'au 6 juillet 2015.